même dire un mot de ça, si tu le permets. Sans doute, c'est un grand succès, sans doute. Bon. Alors, on pourra toujours discuter, il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et moi, à ce stade, je voudrais d'abord remercier des gens qui ont fortement contribué. J'ai la chance, effectivement, voire l'honneur d'avoir été nommé président du conseil d'administration de Marseille Provence 2013. Je le dois à Jean-Claude Gaudin. C'était il y a 4 ou 5 ans, ça fait déjà un certain temps. Il n'était pas sûr, et moi non plus, qu'on allait gagner quand même. C'est peut-être pour ça qu'il vous l'a donné, non? Oui, non, mais on n'était pas sûr de gagner. Et puis, les choses se sont mises en place. Eugène Caselli a rajouté. Je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils ont été des alliés extrêmement précieux sur un projet qui a 4 ans quand même. Il y a de quoi se friter en 4 ans. Ça n'a pas manqué d'ailleurs, il y a eu quelques épisodes. Et puis ça s'est pas vu. Non, mais c'est un truc. Alors, Euroméditerranée est présent ici, le Grand Port Maritime aussi. Mais je veux dire, tous ceux qui ont donné dans ce projet, ils ont reçu aussi. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Et je pense que j'en suis très content. Après la séquence remerciements, la séquence à venir, comment est-ce qu'on arrive à... J'ai pas fini parce que ici, c'est le monde de l'entreprise. 230 entreprises sont partenaires de Marseille Provence 2013. Il y en a qui ont fait des gros chèques, d'autres qui ont fait des moyens chèques, d'autres qui ont fait des petits chèques. À tous les deux, entre la ville de Marseille et son fonds spécial et la Marseille Provence 2013, nous faisons à peu près 25 millions d'euros de collecte. On n'a jamais vu ça dans une histoire de capitale européenne de la culture. Ça va être dur pour les suivants. On n'a jamais vu ça, Thierry. Tu comprends ça? Donc ça veut dire qu'on est, parmi les premiers. On a trop tendance à se flageller ici. On a fait un résultat extraordinaire ensemble. Et tous ceux qui découvrent, mais il n'y a qu'à le demander, tout le monde ici, on est fiers de Marseille aujourd'hui. On est fiers de Marseille-Provence parce que tous les gens qui viennent redécouvrent cette ville. On a changé de statut, Thierry. Ça m'aide pour la question suivante. C'est ça. Cette ville, elle a changé de statut. Il faut qu'elle soit plus exigeante encore avec elle-même parce qu'on a montré tous ensemble, avec l'appui des politiques, la quasi-totalité. Alors justement, pour que ce soufflet ne retombe pas, pour que cette réussite perdure, comment vous, justement, avec toutes les personnes que vous avez citées, tout ce brainstorming, si j'ose dire, que vous avez lancé il y a déjà 4 ans, comment vous faites en sorte de tenir toujours la rampe et que Marseille-Provence, le grand territoire, qui va, parce qu'en plus, on le dit, c'est Aix, c'est Arles, c'est Aubagne, c'est Martigues, c'est l'ensemble finalement de ce département qui est concerné par Marseille-Provence 2013. Comment est-ce qu'on va réussir à tenir la corde et pas à lâcher la course, si j'ose dire? Je crois que tous les hommes politiques qui sont ici ont le même sens de ce devoir que nous avons maintenant. Il faut nous laisser aussi un peu de temps, parce qu'on a encore un programme tellement chargé qu'il faut qu'on assume je dirais, 2013, jusqu'au bout. Parce que dès demain, ça va encore changer. Plusieurs milliers d'articles dans la presse étrangère. Alors bien sûr, il faut qu'on assume. Pour l'instant, on déguste un peu, si tu veux bien. Bon. Voilà. Mais en même temps... Marseille et la Provence, de manière générale, ne seront plus jamais les mêmes. Ça a transfiguré le statut, entre guillemets, le statut et l'image, globalement. Donc ça nous donne des droits et ça nous donne des devoirs. C'est évident. Tout ce qu'on vient d'évoquer. Nous, ici, à la Chambre de commerce, et parmi le milieu des entrepreneurs qui sont ici, nous ne sommes pas des spécialistes de la culture. On va passer notre temps à faire de la culture. Vous devenez un petit peu, quand même, il paraît. Ça va, vous êtes un peu... Je croise toujours les mêmes. Je croise Jean-Claude Gaudin, Eugène Caselli et tous les élus qui sont ici. Ils ne sont pas non plus des spécialistes de la culture. En ce moment, on donne beaucoup, si tu veux. On donne beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a d'autres points forts ici qui sont mis en exergue. Est-ce que la transformation, Jacques Pfister, ça ne s'est pas transformé en une fréquentation, ou ça est en train de se transformer en une fréquentation touristique? On a vu les résultats de l'aéroport, tout à l'heure Sandra nous en parlait. On voit le résultat des croisières. Tout ça, c'est pas neutre. Et MP 2013, quelque part, joue son rôle d'accélérateur. Comme disent les anglo-saxons, on va avoir un héritage de 2013. L'héritage, d'abord, c'est la réussite d'avoir travaillé ensemble, mais c'est aussi tous ces bâtiments fantastiques, cette révolution urbaine qui a eu lieu sur la façade portuaire. Enfin, c'est un truc de fou qui a eu lieu là. Et ça s'appelle l'héritage. Bon, maintenant, il va falloir bien l'utiliser, l'héritage. Mais il vaut mieux avoir un héritage que rien du tout. Il y a des capitales européennes de la culture qui n'ont rien du tout une fois que c'est fini. Quand vous entendez Jacques de Chilly dire, effectivement, ils ont inventé le jouet collectif 40 ans avant nous, est-ce que ça vous donne des idées? Par exemple, il y a un grand hôtelier ici
dit, Loïc Fauchil pour ne pas le nommer, qui dit par exemple pour les congrès, il faudrait qu'on ait une structure entre guillemets autonome qui soit sur l'ensemble de la Provence et pas sur des municipalités ou des territoires et qui pourrait effectivement surfer et faire du marketing territorial sur l'ensemble de la planète pour Marseille, pour Aix et pour le territoire. La mauvaise nouvelle que j'ai vis-à-vis de nos élus qui sont ici, c'est que comme ça marche, on va être beaucoup plus exigeant qu'avant. C'est clair, on va être de plus en plus exigeant, mais pas par égoïsme ou par flagornerie. On va être exigeant parce qu'on en a besoin. Et cette idée d'un bureau des congrès plus large, plus métropolitain, plus professionnel, avec des acteurs professionnels, bon, ben, il y a beaucoup de grandes métropoles qui le font. Mais maintenant, qu'on le veuille ou non, on est une grande métropole, Thierry. Tu as compris ça? On est une grande métropole. Et tous ceux qui luttent contre, c'est des gens du passé. Et ici, on a des gens qui soutiennent. Et moi, j'entends des débats encore la semaine dernière au Sénat. J'ai honte de mon territoire. J'ai honte de ce que j'ai entendu. Ces élus, même la façon dont ils se sont exprimés contre le projet métropolitain, c'est indigne d'un territoire comme le nôtre, parce que maintenant, on a une exigence, tu comprends? Et c'est honteux. Hein. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter, je comprends bien. Et en fait, il y en a beaucoup qui pratiquent le double langage parmi ces élus dont on parle, que je côtoie moi, mais que vous côtoyez vous, et qui vous disent « mais nous on est pour la métropole ». Mais je dis « mais pourquoi tu le dis pas ?» Mais parce que je peux pas, parce que je peux pas. Donc tous ces petits maires qui ont l'air unis, ils sont totalement désunis. Et Madame Joassin, que je vois tout à l'heure, parce qu'il faut que je vous quitte, parce que j'ai un débat avec elle, c'est une grande partie de plaisir, si tu veux, ouais. mais c'est... vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Non, mais elle a, en fait, fondamentalement, elle a une haine de Marseille. Moi, je le vis, je le vois, je le vis tous les jours. À tel point, alors que moi j'habite Aiguille, elle me prend pour un Marseillais. Elle voit des Marseillais partout. Et donc, j'ai beaucoup de mal. Jacques Pfister. Donc, je finis très calmement. Je crois que le projet métropolitain, c'est un grand projet pour nous. Ce projet nous fait rêver. C'est la méthode pour arriver à rentrer vraiment définitivement dans la cour des grands. Et on soutiendra tous les élus qui sont dans cette logique-là. Et on est prêt à les aider. Il y a des difficultés. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Il faut demander de l'argent à l'État parce que c'est pas possible. Mais pour ça, il faut venir avec un projet. Et nous, on est prêt à construire tout ça. Merci beaucoup, Jacques Pfister. On vous applaudit pour votre engagement. Et après le tourisme et la culture, on va parler d'un autre secteur qui là aussi est très structurant pour notre territoire, c'est le numérique avec Philippe Vallée. Vous êtes vice-président de Gemalto. Alors Gemalto, c'est la World Company, on parle souvent du CAC 40, mais on l'a devant nous, le CAC 40. Vous êtes un leader mondial de la sécurité du numérique. Vos clients, c'est les gouvernements, c'est les banques, c'est les grands opérateurs de téléphonie, de transport, etc. Et vous êtes ancré sur ce territoire, puisque l'histoire de votre entreprise, elle est née à Gemnos, je crois, c'est ça? Entre autres, oui. Voilà, entre autres. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une entreprise comme la vôtre, qui est une World Company, quel est le regard que vous portez sur ce territoire, surtout ce qu'on vient d'entendre? Finalement, de quoi vous avez besoin ici pour assurer votre développement? D'abord, je crois que la question pour Gemalto, c'est que c'est encore un objet un peu inconnu. Hein. Quand le billet d'humeur des Échos, quand on est rentré au CAC 40, c'était objet coté non identifié. Hein, d'accord. En fait, on est une entreprise qui travaille dans les NTIC, hein, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Gemenos, comme à La Ciotat, bon, à Gemenos, on a un grand centre le siège mondial de notre manufacturing. C'est à Gemenos aujourd'hui qu'on teste par exemple l'insertion des SIM de très haute performance dans des véhicules en cas de crash test. Il faut que l'émetteur continue à fonctionner. Et on a un centre de R&D très important à La Ciotat, dans le numérique et dans le mobile. En fait, on est implanté d'abord dans cette région pour des questions historiques. Hein. On est né en partie à Gemenos, comme vous l'avez dit, en 88. Bon, maintenant, l'implication de Gemalto dans la région, quelqu'un a parlé tout à l'heure des pôles de compétitivité. La difficulté avec les pôles de compétitivité, c'est d'éviter de faire de la tarte à la crème, hein, puisque tout le monde aujourd'hui veut son pôle de compétitivité. Gemalto anime depuis maintenant 2006 avec des partenaires, on n'est pas les seuls, Orange, ST Microélectronique, quelques autres, certains malheureusement défaillants, hein, Atmel aujourd'hui ne se porte plus très très bien. On anime en fait un pôle de compétitivité appelé SCS, donc les solutions communicantes sécurisées. Donc, on parle de 2031, d'accord. Les trois axes forts de ce pôle de compétitivité, c'est le sans contact, c'est le machine to machine, hein, on parlait tout à l'heure de la ville intelligente, hein, typiquement, et c'est ce qu'on appelle les objets communicants, enfin sécurisés.
La problématique en fait qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des subventions. Il faut savoir que ce pôle SCS a collecté depuis 6 ans a dégagé 720 millions d'euros d'aide aux entreprises qu'il constitue. 270 membres, d'accord. Et dans ces 700 millions... C'est rien, c'est moi qui casse le matériel. Vous inquiétez pas, continuez. Je vous en prie. Voilà, il faut savoir que les pouvoirs publics ont contribué, alors je ne veux pas dire de bêtises, à hauteur de 290 millions d'euros. Donc les aides de toute nature, elles arrivent, si vous voulez. La difficulté, parce que bon, on a la vice-présidence de ce pôle, c'est de passer de ce qu'on appelle l'usine à projet à l'usine à produit. La contribution de Gemalto, bon, on a fait aussi partie de Top 20, initiative de Jacques Pfister. L'idée, c'est de transformer en fait le tissu local en ce qu'on appelle le fameux cluster. Le cluster d'entreprise. Et on s'aperçoit, le benchmark absolu en provençal, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la Silicon Valley. On veut tous faire pareil. L'objet approchant, on va dire le plus proche de ça, c'est ce qui a été fait à Sophia Antipolis. À ma connaissance, c'est un des seuls en France. Bon, l'idée, c'est d'avoir un Sophia Antipolis dans la région. Et alors, est-ce que c'est uniquement Marseille? Est-ce que c'est Marseille plus Nice? Bon, après, ce sont des débats numériques. Mais l'idée, c'est ça, c'est de passer en fait à la création de produits et non plus des projets pour les projets et faire en sorte que ces produits se transforment en emplois. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Est-ce que pour ce faire, Monsieur Vallée, est-ce qu'il faut avoir finalement un environnement qui partage avec vous ce type d'objectif et qui soit, si j'ose dire, comme un seul homme, que ce soit dans les milieux économiques, dans les milieux politiques, mais d'une manière générale, la société civile? Est-ce qu'il faut que derrière, on tire tous ou pas, dans le même sens, ou finalement non, parce que vous êtes au-delà de tout ça et que de toute manière, vous ferez votre chemin? Non, enfin, je pense qu'il faut les deux. De toute façon, on fera notre chemin. Gemalto ne fait entre guillemets que 3-4% de son chiffre d'affaires en France. Mais cela étant, il faut aussi, comment dirais-je, moi, ce que j'appellerais un plan stratégique. Une entreprise comme Gemalto, mais comme beaucoup d'entreprises, fonctionne à l'horizon d'un plan stratégique. C'est qu'on définit une échéance à 3-4 ans et on essaie de vérifier si on est sur le bon chemin. Évidemment, les nouvelles technologies de l'information, c'est des investissements qui sont très très longs. Le sans contact, ça fait des années qu'on en parle. Bon, on a essayé de le mettre en place pour Marseille-Provence 2013 avec un succès mitigé pour plusieurs raisons. La première, c'est que la technologie n'était pas vraiment prête. La deuxième, c'est quand on a essayé de parler de la carte du ticket unique d'accès à mettre dans un téléphone mobile, on s'est trouvé confronté à 90 DSI. D'accord ? Parce qu'il fallait DSI, faire c'est-à-dire directeur des systèmes d'information des différentes collectivités qui étaient impliquées. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'idée de ce plan stratégique, et c'est en train de bouger un petit peu au cabinet de Madame la Ministre, je crois que Madame Pellerin va aller dans ce sens, c'est un agenda stratégique. Alors après, c'est le sans contact, c'est le machine to machine, c'est la vie intelligente, peu importe, que les grands décideurs, que le président de la République décide, et qu'à d'ailleurs on s'y tienne, et qu'on ne change pas d'agenda en permanence en promouvant à côté les panneaux solaires ou après le sans contact, parce que c'est des sujets c'est des investissements de... Finalement, avoir un cap, avoir une stratégie et s'y tenir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. À côté de vous, Philippe Vialon, certainement au CAC 40 dans quelques années. On remercie aussi Jacques Pfister qui, comme on le sait, va faire une partie de plaisir dans quelques instants. On le laisse à son destin. Monsieur Vialon, donc, vous dirigez Stardust, c'est une PME. Vous êtes le bureau Veritas des applis dans la téléphonie mobile, si j'ose dire, c'est ça? C'est une bonne image, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, Marseille-Provence, on le sait, c'est un vrai hub en matière de téléphonie mobile. C'est pas pour rien d'ailleurs que la 4G a été lancée en France ici. Je crois que tous les opérateurs sont là. Il y a un gros câble, le Simiwi, je crois que c'est ça, qui relie 14 pays à Singapour. Il y a près de 2000 emplois rien que sur les questions de téléphonie mobile. C'est un secteur en plein boom, mais finalement, qu'est-ce que vous, en tant que PME, vous espérez de ce territoire? Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a discuté un petit peu, moi j'ai de la difficulté à faire venir des gens ici, sur ce territoire. Alors moi déjà je ne suis pas marseillais au départ et j'ai choisi de m'implanter à Marseille pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement il y avait un attrait du territoire que je voyais. Malheureusement, je constate aujourd'hui que grâce aux médias, et notamment parisiens, tout le monde ne voit pas comme ça. Et moi, quand je dois faire venir des personnes que je juge comme des talents, il faut que je leur explique que Marseille, c'est pas Chicago des années 30. Et que déjà, en termes de qualité de vie, on trouve une qualité de vie qu'on n'a pas. Vous avez subi le fameux Marseille bashing, vous, dans votre entreprise? Ah mais nous, on le vit au quotidien quand on doit expliquer à un ingénieur qu'on a envie de faire venir à Marseille, un chef de projet, que Marseille, c'est génial. Bon, peut-être votre voisin, il a moins de mal à faire venir les ingénieurs. Moi, mais la PME, Stardust, c'est évidemment beaucoup marque, plus, c'est ça? J'ai une petite marque, Stardust, c'est une société qui a 2 ans. On a recruté sur l'année dernière 1 personne par mois. On a géré un recrutement. C'est beaucoup plus complexe qu'un Gemalto. Voilà.
Qu'est-ce que vous attendez, vous? C'est quoi? C'est d'avoir, on parlait tout à l'heure avec Jacques Duchilly d'une grande marque qui pourrait éventuellement favoriser cette espèce de marketing territorial pour vendre ce territoire d'une façon plus homogène, plus valorisante? La marque, l'écosystème, moi je pense aujourd'hui, voilà, quand on explique qu'il y a 90 DSI à qui il faut parler pour implanter un projet, c'est quelque chose qu'on vise sur le territoire. Nous aujourd'hui, on a 90% de nos clients malheureusement qui ne sont pas dans la région. BusyBoost a été un de nos tout premiers clients donc, sur le test de l'application. Donc là, on en est content. Mais aujourd'hui, voilà, quand on doit aller parler à des acteurs locaux, c'est difficile de trouver des contacts pour créer des projets. Et avant d'être dans des pôles de compétitivité, pour créer des projets, moi j'aimerais déjà trouver des relations clients-fournisseurs avec les grands groupes locaux. Donc vous n'ayez pas besoin d'aller convaincre sur la destination déjà, que vous avez simplement à convaincre sur l'intérêt de venir chez vous. Exactement. Et pas sur la destination. Exactement. Alors juste un mot, vous avez été choisi par un grand confrère, La Tribune, en tant que jeune entrepreneur de l'année en région, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Et donc vous allez concourir à Paris pour être le jeune entrepreneur national, c'est ça? Exactement. Ce soir, j'en profite d'être ici pour faire un appel à tout le monde. Votez pour moi, donc c'est sur le prix national du jeune entrepreneur de la Tribune. C'est bien. Justement, si on peut faire triompher Marseille et la région, moi j'en serais vraiment ravi et je serais heureux de porter les couleurs de Marseille au niveau national. Merci, c'est le début d'un marketing territorial. Merci pour vous. Denis Gasquet, vice-président d'Honnête. On ne sait pas, Denis Gasquet peut-être, mais dans la région, il y a 4 entreprises sur 5 qui sont dans les services, dans le secteur dit tertiaire. Votre entreprise, vous, elle est bien ancrée sur ce territoire, Honnête, attachée à ses racines marseillaises. Pour autant, les clients, ils sont de plus en plus hors des frontières, évidemment locales. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir quand vous voyez Marseille 2031, quand vous dites, vous rêvez à quoi pour Honnête en Marseille en 2031? Je rêve que Honnête soit 3, 4 ou 5 fois plus gros qu'il l'est aujourd'hui et gagner des parts de marché en France bien sûr, mais aussi à l'étranger. Et ce que je crois, et d'ailleurs ce que j'entends depuis tout à l'heure me renforce là-dedans, c'est que le territoire marseillais est un très bon territoire pour se développer pour une entreprise. Moi, je suis de famille marseillaise, je suis d'origine marseillaise, mais je n'ai jamais vécu à Marseille, j'y vis depuis peu de temps, et je vois, je découvre avec surprise un territoire qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et qui a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on imagine. Et en effet, je crois que la communication est pas faite comme elle devrait être faite, parce que les atouts de ce territoire sont absolument magnifiques. Et une entreprise comme Honnête, c'est une entreprise marseillaise de racines, de culture, ce qui compte dans la manière dont elle fonctionne. J'ai aussi découvert une sorte de culture, peut-être méditerranéenne, mais enfin en tout cas marseillaise, qui fait une grande partie de la force de l'entreprise, qui la soude, qui lui permet de se projeter. Et sur cette base, vous savez, c'est une entreprise, c'est un être vivant, hein, et ça a besoin de racines et de références et d'histoire pour se projeter dans le futur. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, et c'est aussi vrai pour une entreprise. Alors il y a d'autres entreprises qui étaient d'origine marseillaise, qui ont fait d'autres choix, qui ont implanté leur siège à Paris. Peut-être que vous n'aurez pas tenté un jour Bruxelles, Londres ou ailleurs? Non, certainement pas. J'ai vécu mes présentes vies professionnelles dans un grand groupe international et j'ai vu le fonctionner des systèmes dans beaucoup de pays et j'aime bien le système américain par exemple dans lequel vous pouvez avoir une entreprise multinationale extrêmement puissante au fin fond de l'Amérique dans un territoire qui est reconnu comme étant celui d'origine de l'entreprise en question. Je pense qu'il n'y a aucune raison, aucune chance de voir un jour Honnête quitter la région marseillaise dans laquelle non seulement l'entreprise se sent bien, mais pour lequel nous avons plein de projets. Merci beaucoup pour ces projets et ce que vous représentez sur le territoire. Alors, on va passer maintenant à un autre secteur d'activité, c'est celui de la santé. Effectivement, là aussi, on le sait peut-être pas suffisamment. On va découvrir, vous l'avez vu, quelques chiffres. C'est un employeur très important, un secteur en plein essor. On va parler avec vous, Émilie Royère. Vous êtes directrice d'Eurobiomède. C'est un pôle de compétitivité. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup question des pôles de compétitivité ce soir. Hein. On a l'impression que ça structure évidemment le développement économique. Alors, c'est un lieu ici, Marseille-Provence, très important pour la recherche, pour la santé, d'une manière générale. Il y a beaucoup de projets, 9000 chercheurs publics et privés, je crois que c'est le 2e centre de recherche en matière de santé en France, 2e ou 3e employeur de la région. Pourtant, c'est assez discret, on entend finalement parler de la santé sous un angle souvent plus, on va dire, public, assistance publique, moins peut-être recherche et entreprise. Oui, tout à fait. Alors la santé, c'est vrai que c'est une filière qui part de l'offre de soins, hein, donc
Nous devons travailler avec l'offre de soins qui sont les futurs utilisateurs des innovations qu'on développe. Mais moi, je représente un pôle de compétitivité effectivement plus discret que ce que peut être un pôle comme Solutions Communicantes sécurisées, parce que nous représentons des petites entreprises excessivement innovantes. Alors elles sont petites aujourd'hui, mais elles vont devenir grandes, et M. Souquet en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il pourra témoigner directement en ce sens. Mais c'est vrai que la filière santé sur le territoire Marseille-Provence est une vraie richesse, et une richesse méconnue. Donc nous allons bien sûr nous employer à remédier à cette méconnaissance, mais nous avons des projets qui sont excessivement structurants pour le territoire, un vrai soutien, des vraies pépites, des vraies entreprises de croissance qui ont un rayonnement de niveau mondial, et sur lequel nous devons beaucoup plus communiquer, beaucoup plus soutenir ces entreprises-là et cette filière qui est vraiment porteuse d'innovation, mais qui met aussi au cœur de son travail le patient. Et le patient, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Alors, parmi les projets, vous parliez des pépites et des projets, je sais que vous avez un projet sur Lumini qui commence ou pas à prendre forme, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire sauter comme verrou pour que ça aille encore un peu plus vite? Parce que je crois que vous le poussez beaucoup, ce projet. Bah oui,